Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne, je voulais vous retrouver pour une émission différente de d'habitude. Aujourd'hui, pas de critique de film, mais plutôt une discussion autour de questions liées au 7e art. J'attends avec impatience vos commentaires pour connaître votre avis, et n'hésitez pas à me contredire si nécessaire. L'objectif est vraiment de partager mon point de vue avec vous, et d'échanger ensemble. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui est un peu polémique, mais elle me semble essentielle. Le cinéma était-il meilleur avant ? N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de contribuer à sa diffusion. Je vous souhaite un agréable visionnage. Ah, la fameuse maxime, c'était mieux avant. Je vais tenter de ne pas me montrer passéiste. Je ne pense pas que le cinéma était meilleur si l'on regarde du côté des artistes. Chaque génération apporte toujours sa pierre à l'édifice. Cependant, le contexte de production et de diffusion l'a changé, ce qui suscite des inquiétudes concernant l'avenir. Je vais tenter de vous donner mon opinion. Revenons à la phrase que je viens de dire. Cependant, le contexte de production et de diffusion a changé. Concentrons-nous en premier lieu sur le terme contexte, qui me semble ici primordial. Selon moi, le cinéma est tributaire de la société. Il en est le reflet. Les cultures studies venues de l'autre côté de l'Atlantique l'ont bien compris, en soulignant que pour comprendre une société, il fallait regarder des films. Et sans être défaitistes, nous sommes tous d'accord pour dire que notre société est malade et en quête de sens. Cette instabilité conduit à un repli sur soi, à la recherche d'un cinéma réconfortant pour mieux supporter le monde. Nous évoluons dans un contexte où les gens ne veulent plus faire le chemin pour découvrir des œuvres, ou même dénicher la perle rare. Si on prend le box-office des années 70, je ne crois pas qu'un film difficile comme Vol au-dessus d'un nid de coucou pourrait à présent attirer 5 millions de spectateurs en France. Le box-office des précédentes décades comptait nombre d'œuvres à la fois engagées et populaires, parmi les premières places, des longs métrages que l'on pourrait qualifier de cinéma du milieu. Reprenons la fameuse définition de Pascal Ferrand et Jean-Baptiste Toré sur le cinéma dit du milieu. C'étaient des films populaires à prétention artistique avec un budget moyen. Des longs métrages en France comme ceux de Boisset, avec de vraies vedettes telles Dupont-la-Joie, Le Prix du danger ou bien encore les films d'Hanaud durant sa première partie de carrière, correspondent parfaitement à cette dénomination. Malheureusement, il n'y a plus de place dans l'horizon cinématographique pour ces œuvres qui avaient besoin d'un budget conséquent pour exister. Comme je l'avais indiqué, le repli sur soi fait que l'on préfère une énième suite plutôt que de prendre le risque de découvrir quelque chose de nouveau. La volonté de rentabiliser sa place de cinéma en allant voir le film avec le plus gros budget en effets spéciaux, ainsi que l'absence de bouche à oreille pour un film qui ne reste pas plus de 2 semaines en salle, ont tué le cinéma du milieu. Le cinéma du milieu, il n'était pas assez intello pour les salles d'art à essai et pas assez populaire pour les multiplexes. Il faut comprendre que le cinéma du milieu, celui des Boisset, Gessua ou encore Verhoeven quand il fait la chair le sang, a façonné le cinéphile que je suis. Oui, j'ai découvert le cinéma avec les films de Van Damme. Mais je suis conscient que c'est le cinéma du milieu qui a permis à mes goûts d'évoluer, de découvrir des œuvres plus exigeantes. Lorsque l'on grandit dans un milieu où la culture n'est pas acquise, le système actuel réduit considérablement les possibilités de découvrir un cinéma différent en dehors des blockbusters ou des comédies françaises. On pourrait me rétorquer qu'il existe des salles d'art et d'essai, mais il est important de noter que leur nombre est limité, principalement dans les grandes villes, et qu'il est difficile de s'y sentir à l'aise lorsque l'on n'a pas les codes culturels. La disparition du cinéma du milieu est une victoire d'un certain populisme. Pousser les gens vers ce qui est le plus facile afin de permettre aux privilégiés ou aux intellectuels de rester entre eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un film qui passe cette semaine à la télé, j'aimerais que les élèves le regardent. Oui, mais tu peux pas mettre ça ici, hein? Mais pourquoi, il y a de la place? C'est réservé au ciné-club. Bah, Altman, quand même. Oui, comme par hasard, le seul film commercial d'Altman. Bah, je vois pas ce que tu peux lui reprocher, c'est du très bon cinéma. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Oui, un peu de violence, un peu de sexe. Excuse-moi, mais j'attends autre chose d'un film. Ah bon? Et qu'est-ce que t'attends? Qu'il m'interpelle quelque part, qu'il me fasse réfléchir. À moi, pour réfléchir, j'aime mieux être tranquille, au calme, sans bruit, sans images. Dans ces conditions, n'importe quelle connerie peut faire l'affaire. Ah non, pas du tout. N'importe quelle connerie, ça peut faire l'affaire pour vous, les intelligents. Vous, on vous fait un plan de 3 minutes sur un œuf, aussitôt vous imaginez les mouillettes, la poule, Christophe Colomb, Yul Brynner. Avec les cons comme moi, c'est plus difficile, on peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon, ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Crois-moi, parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence. Je suis sûr qu'il existe ici ou là de nouveaux Kubrick, De Palma, Lynch ou Argento qui ont créé des films merveilleux. Mais soyons francs, et c'est là où mon constat devient terrible. Il est fort probable que vous en entendiez jamais parler. Le pire, c'est qu'au moment même où je vous parle, certains artistes qui auraient pu devenir des géants ont peut-être déjà abandonné leur rêve de faire du cinéma.
Il existe de multiples raisons qui expliquent pourquoi nous risquons de passer à côté de nombreux artistes qui n'auraient rien à envier à leurs illustres prédécesseurs. La première raison, qui peut sembler surprenante, est liée à l'accessibilité technique du cinéma de nos jours. En conséquence, il est devenu extrêmement difficile de percer dans le domaine. Il est désormais possible de tourner un long métrage de qualité avec un simple iPhone et des équipements bon marché. Cette situation a été voulue par un système qui cherchait à se débarrasser des artistes et de leurs égos. En faisant de chacun créateur de contenu, on exerce une pression permanente. L'artiste n'est plus considéré comme unique, mais comme remplaçable. On vous dit quoi faire, sinon on engagera le premier youtubeur connu à votre place. Le réalisateur n'a plus le temps de se découvrir, d'évoluer comme Kubrick a pu le faire en réalisant son premier opus, Fear and Desire, qu'il a ensuite renié. Il a eu le temps de devenir Kubrick, mais ce temps n'existe plus. Vous n'avez plus la temporalité nécessaire pour devenir l'artiste que vous aspirez à être. Il faut immédiatement sortir le film qui vous fera connaître, quitte à répéter éternellement les mêmes formules à succès. You were mentioning 2001, Citizen Kane, you forgot to add Drive, but we'll let that slip. We won't know about Drive for another 30 years. 30 seconds. Whether it lives or dies. I'm talking about films. 2001 was made in 1968. I made this film about 4 years ago, so it's about 4 time. years is a zip. It's not even a blip. It's not a pimple on the asshole of humanity. N'oublions pas enfin que de nos jours, un réalisateur ou un artiste doit être un bon communicant pour réussir, au détriment parfois de la création elle-même. Les réseaux sociaux ont pris une place primordiale dans la construction de l'image d'un artiste, et cela signifie que l'on passe souvent plus de temps à se vendre qu'à réellement créer. Malheureusement, être un bon réalisateur ne garantit pas nécessairement d'être un bon communicant et vice-versa. Je ne suis pas sûr qu'un Lynch réussirait maintenant par exemple. Au contraire, nous avons un Minecraft qui a tout pompé à Walter Hill sur Drive, qui est surestimé. Il est tellement conscient de son image et de sa communication qu'il a oublié de faire de bons films. Il est important de trouver un équilibre entre la promotion de son travail et la qualité de sa création, car la réussite artistique ne devrait pas se limiter à une simple stratégie de communication. Comment ça, c'est pas compliqué? Tu te fous de ma gueule? J'ai des problèmes d'élocution, ok? Non, je veux pas dire tout doux, petit con! Tu me fais chier, ok? Tout doux mon cul, ouais. On pourrait penser que nous n'avons jamais été aussi libres de choisir notre contenu. Pourtant, on nous a rarement autant influencé et forcé la main. Cela me conduit à penser que le cinéma est peut-être aussi riche qu'il était dans les années 70, mais qu'il est devenu bien plus difficile d'accéder à des films différents de ceux qui sont actuellement mis en avant. En effet, de nombreux utilisateurs de services de streaming comme Netflix ne cherchent pas nécessairement à regarder une œuvre en particulier, mais plutôt à consommer un produit. Ils sont surtout confrontés à un flux infini de contenu et peuvent passer d'un programme à l'autre très rapidement. Lorsque nous avons trop de choix, que nous sommes submergés, c'est humain. Nous avons tendance à nous reposer sur ce que nous connaissons déjà, sur les succès prévisibles comme les blockbusters de super-héros. Cela crée une sorte de cercle vicieux où les productions sont de plus en plus orientées vers les formules éprouvées ou des franchises à succès, au détriment de l'originalité et de la diversité artistique. De toute façon, Netflix et sa prétendue ouverture d'esprit a été clairement démasquée. Initialement, ils ont produit quelques œuvres d'auteur pour se donner une légitimité dans le milieu du cinéma. Cependant, une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, il est devenu évident qu'ils n'en avaient plus rien à faire. Le but des géants du streaming est de façonner les goûts du public afin de s'assurer que vous regardiez ce qu'ils veulent. Ils cherchent à uniformiser, à diriger et à créer un goût unique, produisant sans cesse le même produit fade, filmé de manière anonyme par des réalisateurs serviles, sans aucune prise de position ni style original. Pour garantir leur succès, Netflix, mais aussi YouTube, sur lequel je m'exprime et qui est une antichambre de la création de vidéos artistiques, vous donne l'illusion du choix. Mais c'est une illusion trompeuse. Ils ont créé un outil puissant pour atteindre ces objectifs, l'algorithme. La multiplication des œuvres sur leur plateforme n'a qu'un seul objectif, celui de vous perdre face à une multitude de titres, vous amenant ainsi à recourir à leur maudit algorithme, un outil orwellien par excellence. Cet algorithme donne l'impression que c'est vous qui décidez, mais en réalité, il conditionne vos recherches et occulte toute ouverture, toute curiosité chez le spectateur. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Voilà ce que je pense à propos de la question « Est-ce que le cinéma c'était mieux avant ?» J'ai essayé en répondant à cette interrogation de mettre en lumière les changements et les défis actuels auxquels le cinéma est confronté, notamment en termes de production, de diffusion et de conditionnement de l'audience. Si la situation perdure, j'ai bien peur qu'un jour, à force d'avoir occulté toute différence artistique et coupé le grand public d'un accès à des œuvres plus exigeantes, que l'on puisse dire vraiment que le cinéma c'était mieux avant. Si vous avez apprécié cette émission, pensez à la partager. Et bien sûr, n'hésitez pas à exprimer votre accord ou votre désaccord dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine critique sur le Mad Wheel.